capsule précédente, on a vu ce que c'était que l'hypothèse quasi-statique. Donc, dans cette hypothèse-là, on négligeait complètement la vitesse, l'effet de la vitesse de notre objet sur les efforts aérodynamiques qu'il perçoit. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a d'autres phénomènes où on ne peut pas complètement négliger la vitesse de notre objet. Et donc, avançons un peu avec une nouvelle hypothèse. Mais avant de ce faire, regardons un autre phénomène physique. Donc, on a ici une journée assez venteuse dans la banlieue de Calgary avec, on est sur l'autoroute et puis vous voyez que les voitures sont toutes hésitantes à poursuivre leur chemin parce que le panneau de signalisation vibre avec très grande amplitude et donc de façon assez menaçante. Hein. Donc, ce qu'on va observer, c'est que la structure est très, très large, donc probablement pas super rigide. Et puis, c'est un panneau qui vibre de haut en bas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des données pour tout. Puis, on peut notamment sortir les données météo de la direction puis de la vitesse du vent à un endroit précis. Et donc, si on va aux mesures de vent qui ont été prises à l'aéroport de Calgary, cette même journée-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une pointe de vent à un certain moment où le phénomène de vibration a été enregistré. Et puis à ce moment-là, le vent était dans la direction nord. Hein. Et puis, si on va sur Google Maps, le Street View, on est capable de voir, de se mettre à la place de la voiture qui s'en va dans la même direction. Puis ça, c'est dans la direction nord. Donc, on avait carrément le vent qui arrivait de dos aux automobilistes, puis qui venait frapper de façon perpendiculaire le panneau de signalisation. Donc, le panneau de signalisation s'est mis à vibrer du haut vers le bas avec un vent qui venait le frapper de façon perpendiculaire. Donc, ça peut pas être un phénomène d'instabilité par confusion de fréquences, du couple mode flutter, comme on a vu dans la capsule précédente, parce qu'on a vu que c'était un mécanisme qui venait grâce à la portance que l'écoulement faisait sur notre structure. Donc, on considérait la portance. Alors qu'ici, on a une plaque plane qui est impactée par le vent dans la direction perpendiculaire. Donc, il n'y a pas de portance qui est générée ici. Là. On a que de la traînée. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour comprendre ce phénomène-là? Ce qu'il va falloir faire, c'est considérer l'hypothèse pseudo-statique. Donc, précédemment, dans l'hypothèse quasi-statique, ce qu'on avait, c'est qu'on pouvait complètement négliger la vitesse de l'objet par rapport à la vitesse de l'écoulement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est non pas négliger la vitesse de l'objet, on la négligera plus, mais ce qu'on va dire, c'est que la variation de la vitesse de notre objet va être négligeable par rapport aux variations des fluctuations dans l'écoulement. Donc, typiquement, on appelle U la vitesse uniforme qui vient impacter notre objet, mais dans ce cas-ci, de façon un peu plus générale, juste pour formuler notre critère, ce qu'on va dire, c'est que U, ça serait toute la vitesse, le champ de vitesse de l'écoulement. Donc, les variations du champ de vitesse de notre écoulement, du dt, vont être beaucoup plus grandes que les variations de vitesse dv solide dt. Et donc, notre vitesse d'écoulement grand U, ça nous donne grand U, puis le temps caractéristique fluide, ça serait la taille de notre objet D divisé par la vitesse de l'écoulement. Alors que pour notre objet solide, on va avoir l'amplitude de vibration grand A fois la fréquence naturelle au carré. Ça va nous donner les variations de vitesse solide par rapport au temps. Et donc, cette mesure-là ici, on peut le réexprimer de façon adimensionnelle en déplaçant les choses à gauche et à droite. Et on en arrive tout à droite ici avec un critère qui est que la vitesse réduite au carré doit être beaucoup plus grande que notre nombre de déplacements D, qui est défini comme l'amplitude de vibration divisée par la taille de notre objet. Donc, on voit déjà en partant que c'est moins restrictif que ce qu'on avait dans l'hypothèse quasi-statique. Dans l'hypothèse quasi-statique, on avait que UR devait être beaucoup plus grand que D. Maintenant, on a UR au carré beaucoup plus grand que D. Donc, sachant que UR est déjà grand,
d'avoir que le carré de UR beaucoup plus grand que D, c'est plus facile, c'est moins restrictif que d'avoir tout simplement UR beaucoup plus grand que D. Donc, de ça va découler deux effets. Le premier, c'est que les forces fluides sur notre structure vont dépendre de sa position, de son orientation, mais aussi de sa vitesse maintenant. Donc, on ne négligera plus la vitesse du solide dans l'écoulement. Par contre, ce qui est intéressant ici, justement, c'est qu'on va toujours quand même être capable de bâtir notre modèle en utilisant purement les efforts fluides mesurés sur notre objet stationnaire. Donc, comme tout à l'heure, on va être capable de poser notre profil d'aile ou notre objet dans la soufflerie de façon fixe et d'en mesurer les efforts fluides dessus. Et c'est ça qu'on va utiliser pour bâtir notre modèle. Donc, je vous invite à regarder la prochaine capsule où là, on va appliquer l'hypothèse pseudostatique et on va voir qu'est-ce que c'est que l'instabilité du galop.